Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Débat, l'investissement immobilier peut-il être passif ? Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de rebondir sur quelque chose que j'entends très souvent et qui a tendance à m'agacer. Et donc, je me suis dit, c'est parti, on va en faire un petit épisode. Alors, moi, ce que j'entends souvent, c'est en argument pour ne pas faire d'immobilier. Oui, mais l'immobilier, ce n'est pas passif. Du coup, c'est pas vraiment un investissement. Voilà, c'est des phrases comme ça, ou entre guillemets, oui, mais de toute façon, l'immobilier passif, ça n'existe pas. L'immobilier, c'est pas un investissement passif. Bref, j'entends ces phrases-là, je les comprends d'une façon, voilà, mais j'ai envie également de donner une explication à ma façon de comment je vois les choses. Parce que, vous savez, notre marque de fabrique à nous, c'est les investisseurs sereins. Et donc, on aime la passivité, on aime être serein parce qu'on aime la sérénité. Et forcément, quand on a du travail, qu'on doit faire beaucoup de choses pour ses investissements, la sérénité, elle diminue. Donc, pour moi, vraiment, l'investissement immobilier, l'objectif, en tout cas dans notre vie à nous, Cyril et moi, c'était vraiment la passivité. Et donc, je considère qu'aujourd'hui, on a mis en place quelque chose d'assez passif, mais justement, je vais en discuter avec vous. Tout d'abord, pour moi, c'est évident que les deux parties ont raison. Parce que je considère que oui, il y a plein de personnes que je connais qui sont débordées par leur immobilier. Mais il y en a plein des gens comme ça. Oh là là, mais j'ai ci à faire, j'ai ça à faire. Ah, puis il y a encore le locataire là qui m'a demandé ci, qui m'a demandé ça, et du coup je dois faire ci, je dois faire ça. Oh là là, mais c'est tout le temps de la charge mentale, j'en ai marre. Oui, évidemment qu'il y a des personnes qui passent leur vie à gérer leur immobilier. De l'autre côté, il y a également des personnes qui existent aussi, qui en entendent à peine parler. Par exemple, ça peut être des personnes âgées qui ont de l'immobilier depuis 20 ans, qui ont mis sous gestion parce qu'elles veulent absolument plus s'en occuper. Donc il y a un gestionnaire qui s'en occupe et eux ne s'en occupent absolument plus. Ils regardent à peine les relevés de gestion des gestionnaires pour regarder les dépenses qu'il y a eu et les travaux sont gérés par le gestionnaire, tout est géré par le gestionnaire et donc c'est des personnes âgées. Je dis ça parce que c'est un grand classique, les gestionnaires ils gèrent beaucoup de patrimoine de personnes âgées et en fait les personnes âgées ne s'en occupent absolument plus. Donc ça c'est possible également. Donc pour moi il y a ces deux façons de faire et d'ailleurs pour illustrer, c'est sûr que c'est pas 100% passif. Mais aujourd'hui, avec Cyril, on a quand même 30 locataires. C'est quand même déjà pas mal, parce que vous savez, on a 26 lots, mais on a quelques colocs, ce qui fait une trentaine de locataires. Je vous avoue, je ne sais plus exactement le chiffre exact. Mais grosso modo, nous, ça nous prend, maximum 4 heures par mois de gestion. Je sais pas, moi, pour moi, 4 heures par mois, ça me paraît pas beaucoup de travail. Il y a des gens pour qui ça peut peut-être paraître déjà trop et c'est plus passif. Mais bon, je considère que même si on a investi en bourse ou en crypto ou peu importe quel investissement, passer 4 heures par mois à regarder un peu comment ça se passe et à lire quelques articles d'économie pour vérifier qu'on est dans le juste, voilà, je trouve ça pas on va dire, en termes de gestion courante au mois par mois. Aujourd'hui, avec Cyril, étant donné qu'on a quasiment tout sous gestion, alors évidemment, le diable est dans le quasiment, parce que je pense qu'on va bientôt absolument tout passer sous gestion. Là, aujourd'hui, on garde encore 3 appartes, mais je vous avoue que j'ai envie de les passer sous gestion totale pour encore plus baisser le temps que ça nous prend. J'aimerais vraiment qu'on descende à 2 heures par mois. Mais voilà, les 2 heures, en fait, c'est nécessaire. C'est juste gérer le gestionnaire qui t'appelle. Voilà, un tel a posé son préavis, du coup j'ai fait des visites, je vous envoie le dossier par mail pour validation, et Cyril il ouvre les mails, il check le dossier,
Il regarde, allez, ça prend 10 minutes, on dit go ou pas go au gestionnaire en disant bah non, on trouve mieux, ou ah tiens, il y a un dossier, regarde, il a été falsifié. Voilà, on commence à avoir un petit peu l'œil, on fait ça rapidement, et c'est réglé. Donc nous, ça nous prend vraiment entre 2 heures et 4 heures aujourd'hui, je dirais plutôt 4 heures aujourd'hui. Il faudrait qu'on arrive à se débarrasser des derniers biens qu'on gère en direct, et après, on pourra dire que pour moi, 2 heures par mois pour ces investissements pour 30 locataires, c'est quand même correct, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, je suis toujours un petit peu dérangée quand les gens me disent « Oui, mais non, mais l'immobilier passif, ça n'existe pas. » Voilà, 2 heures par mois, si t'es même pas prêt à bosser 2 heures par mois, je suis désolée, je peux rien pour toi. Là, ça devient un peu trop, quoi. T'en demandes trop. Mais par contre, je suis vraiment pas d'accord avec les gens qui disent que on n'en peut plus, il y a plein de choses à gérer. Et justement, je voulais en parler avec vous parce que je pense qu'il y a plusieurs axes de réflexion par rapport à ça. En réalité, ça se décide. Ça se décide. Hein. C'est-à-dire que c'est une question d'approche et c'est aussi une question de timing. Pourquoi ? Donc déjà, parlons de cette fameuse décision. C'est-à-dire qu'au moment où vous investissez en immobilier, il faut décider, si jamais votre objectif à long terme, c'est que ce soit entièrement passif. Est-ce que vous voulez quelque chose de semi-passif parce que pour vous, vous voyez ça comme une sorte d'activité à moitié entrepreneuriale ? Voilà, c'est à vous de voir comment vous voyez les choses. Moi, j'aimais bien le démarrage, la mise en place. Après, faire des états des lieux d'entrée et des états des lieux de sortie. Moi, je suis désolée, mais ça m'excite plus vraiment. Voilà, je trouve que j'ai bien aimé la partie mise en route. Maintenant, une fois que ça tourne, voilà, je préfère déléguer pour me consacrer à des projets qui me donnent plus de plaisir, que je trouve plus épanouissants, comme par exemple ce podcast, par exemple. Donc voilà. Donc c'est à vous de voir vraiment qu'est-ce que vous attendez de l'immobilier. Je pense quand même que naturellement, tout le monde se dit « Ouais, non, mais moi, je veux du passif. On veut tous de l'argent passif. » Voilà, la plupart des gens, j'imagine, hein, si vous m'écoutez, probablement que vous aimez quand même que ce soit passif à un moment donné. Moi, ma vision du passif, c'est que ça va être plus ou moins difficile à mettre en place, déjà en fonction du type de location que vous allez viser. Évidemment, si vous partez sur la location courte durée, et d'ailleurs, en général, les personnes qui interviennent et qui disent que l'immobilier, ce n'est pas passif, c'est souvent des gens qui font de la location courte durée. Parce que, évidemment, quand on fait de la location courte durée, on a beaucoup plus de problèmes à gérer au quotidien, et c'est plus stressant parce que c'est des voyageurs en colère qui sont pas contents parce qu'ils n'arrivent pas à ouvrir la porte, parce que le chauffage ne marche pas, parce que le chauffe-eau il est cassé, et en plus de ça, il y a plus de problèmes qui surviennent étant donné que l'usure de l'appartement, je pense, se fait plus vite que s'il y a une seule personne installée tranquille dans un appartement en location longue durée. Donc ça, c'est la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on vise de la location courte durée ou de la location longue durée ? Moi, je suis persuadée que la location courte durée peut être un excellent tremplin en fonction du profil. Ok ? Je dis pas tous les profils doivent faire la location courte durée. Je pense que pour certains profils, c'est nécessaire. D'ailleurs, nous, dans notre club, on a à peu près 1 membre sur 3 qui fait de la location courte durée parce que c'est pertinent. Soit ils veulent donner un coup de boost, créer de la trésorerie, soit parce que ils savent que leur quantité, on va dire, d'emprunt n'est pas suffisant par rapport à ce qu'ils veulent en termes de cash flow tous les mois. Donc, ils préfèrent bosser un peu plus tous les mois pour pouvoir lever le pied dans leur travail qu'ils aiment vraiment moins. Et donc, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Travailler 5 heures par semaine pour gérer ces locations courte durée. Bon, imaginons, si c'est 5 heures par semaine, c'est que vous allez quand même déléguer une bonne partie des choses, mais que vous êtes là quand même en backup à gérer les choses. Donc ça fait 20 heures par mois. Il y a des gens pour qui ça vaut la peine de passer 20 heures par mois à gérer de la location courte durée pour se faire 500 euros ou 1000 euros par mois en plus, par rapport à leur travail qui leur rapporte beaucoup moins. Donc c'est à vous en fait de se poser ces questions-là. Mais en effet, il y a d'autres personnes qui ne veulent absolument pas faire de la location courte durée parce que c'est un profil qui ne va pas avoir besoin de ça, parce que l'enrichissement va être plus intéressant en levant beaucoup de dettes et peut-être en se consacrant à la location longue durée dans un premier temps, voire comme nous, se mettre une option, le jour où j'ai besoin d'avoir plus d'argent, plus de cash, à ce moment-là, je bascule en location courte durée certains des appartements. Nous, on a prévu ça et on sait que c'est notre petite assurance au cas où, pour X raisons, on a besoin de re-rentrer plus de cash et qu'on a envie d'y consacrer du temps parce que on n'a pas le choix, du coup, on a envie de se recréer de la trésorerie, on pourrait
une partie des appartements, les basculer au fur et à mesure des sorties des locataires en location courte durée. Aujourd'hui, on n'en a pas envie, parce qu'on préfère se consacrer à d'autres choses. Mais voilà, donc c'est à vous de réfléchir vers où vous voulez aller. Et évidemment, vous pouvez avoir besoin de faire de la location courte durée pendant 5 ans parce que vous n'avez pas assez d'investissement, mais tout doucement, au bout de 5 ans, vous dites « Ok, c'est pas mal, j'ai pu lever le pied, je me suis lancé dans autre chose, en auto-entrepreneur, dans quelque chose qui me tenait à cœur, maintenant ça commence à générer des revenus, je vais pouvoir baisser mon activité location courte durée et augmenter la part de location longue durée. » Donc ça, c'est tout à fait possible. Donc en fait, c'est à vous de voir comment vous voulez vous organiser. Bon, maintenant, j'arrête de parler de la partie location courte durée, mais vous avez compris que voilà comment on fait les choses. C'est beaucoup plus facile, évidemment, de déléguer la location longue durée. Alors, maintenant, concernant la location longue durée et l'investissement en général, je vais vous expliquer un petit peu comment je vois les choses. En fait, pour moi, il y a plusieurs moments dans un investissement immobilier, des périodes, des phases. J'en ai listé 6. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, il me semble, mais c'est intéressant là de voir ça sous l'angle de la passivité. Donc pour moi, la première étape, c'est la partie démarrage et formation. C'est-à-dire, c'est ce que vous êtes en train de faire justement, c'est de tâter le terrain, d'apprendre, d'écouter des podcasts. Là, en fait, typiquement, vous êtes en train de passer du temps, donc par définition, votre investissement n'est pas passif. D'ailleurs, si vous passez votre temps à écouter des épisodes de podcasts sur la bourse ou sur la crypto-monnaie, on ne peut pas dire que la bourse et la crypto-monnaie, c'est passif, parce que du coup, vous passez votre temps à vous informer, etc. Moi, je trouve que c'est important aussi la partie là, la partie temps de formation, temps d'apprentissage, etc. Donc ça, c'est la partie là qui est le démarrage de la formation. Ça, je vous avoue, moi, je pense que c'est dans tous les investissements, c'est comme ça. Sauf si vous voulez vraiment être un ignare qui se laisse duper par le moindre conseiller en gestion de patrimoine ou le moindre banquier qui vous dit investissez là-dedans, alors que vous n'avez vraiment pas compris les tenants et aboutissants de ce que vous faites. Voilà, ça c'est valable pour tous les investissements. Ensuite, la deuxième phase, en tout cas en immobilier, c'est la recherche du bien. Quand on fait la recherche du bien, ça, typiquement, moi, j'aime pas déléguer ça. Pour l'instant, c'est clair et net, c'est la dernière chose que je déléguerai. Même voire, je ne déléguerai jamais, je pense. Même si la mise en place d'un réseau avec l'expérience peut rendre les choses beaucoup plus simples et beaucoup plus fluides que quand on démarre pour la première fois et qu'on n'a aucun réseau en immobilier sur place, c'est-à-dire aucun agent immobilier qui nous a déjà vendu des biens, aucun agent immobilier qui nous connaît. Voilà, on n'est pas connu sur le secteur. Tout devient compliqué, la mise en route, etc. Pas de banquier qui nous fait confiance. Enfin, voilà, c'est le démarrage. Donc, la recherche du bien, c'est une phase qui est pour moi la dernière à rendre passive. Mais en effet, sauf si, évidemment, vous faites le choix de faire de l'immobilier comme dans des SCPI, où là, en effet, si vous avez vraiment décidé de rester en mode le plus passif du monde possible en immobilier, pourquoi pas des SCPI ? L'avantage de la SCPI, c'est que vous pouvez avoir l'effet de levier. Donc pour moi, c'est quand même vraiment... faut en profiter si vous avez votre capacité d'endettement qui n'est pas encore utilisée à son maximum. Donc pourquoi pas cette option-là si jamais vous voulez être en mode vraiment méga passif sur l'immobilier. Mais bon, moi je trouve que l'immobilier, c'est quelque chose d'épanouissant. C'est intéressant parce que vous apprenez le monde d'une autre façon. Donc moi, la recherche du bien, c'est quelque chose que je garde et que je vais encore garder, je pense, longtemps. Ensuite, la troisième étape, c'est tout ce qui est travaux et gestion de chantier. Alors, ça, pour le coup, c'est clairement, je pense, la phase la plus dure et la plus chronophage de toutes. C'est que lorsque vous choisissez d'investir dans des immeubles ou des appartements à rénover, ou des maisons, peu importe quel format, à partir du moment où vous faites une rénovation, vous savez que vous allez avoir une grosse phase de temps investi dedans. Donc là, clairement, pendant cette phase-là, c'est pas passif. Et même, je ne sais même pas encore, moi je vous avoue, à quel point on peut déléguer ça. On peut avoir un maître d'œuvre pour gérer les choses et avoir à traiter, on va dire, avec le maître d'œuvre une fois toutes les 2 semaines. Quand on fait ça, le chantier, il prend quand même du retard. Ça peut être une solution, c'est ce qu'on avait fait au début, même si au fur et à mesure des investissements, on a préféré être de plus en plus aux petits oignons et de plus en plus gérer les travaux à la perfection. Mais bon, ça, c'est aussi nous qui avons décidé de faire ça. On aurait pu rester un peu plus distant,
Mais Cyril, il aime ça, être sur le chantier, voir l'avancement, comprendre les détails, pourquoi telle chose est faite comme ci, comme ça, optimiser les coûts. Ça, c'est quelque chose qui se décide. Nous, on a préféré y consacrer du temps. Mais je sais que typiquement, cette 3e phase, pour notre 4e immeuble, on va devoir changer et on va plus pouvoir être aussi actif qu'on l'a été dans les précédents investissements. Parce qu'en fait, sinon, on va être trop lent pour enchaîner les investissements. Donc ça va pas être possible. Donc c'est pour ça qu'on doit, en tout cas, réussir à passer ce palier. L'une des solutions aussi, d'ailleurs, sur la partie gestion des travaux, c'est éventuellement d'acheter des biens sans travaux, tout simplement. Des biens déjà loués et ou déjà rénovés, et ou des locaux commerciaux, où ce sont les personnes qui prennent le local commercial qui vont gérer eux-mêmes le chantier pour le faire à leur façon. Ça, ce sont des pistes de réflexion, mais moi je considère que quand on est en phase débutant, c'est pas mal de, on va dire, je sais pas comment dire, mais de prendre un peu d'expérience sur le sujet, parce que à la fois ça va vous être utile pour vous, pour le jour où vous aurez un maître d'œuvre à gérer de loin, regarder si le chantier se passe bien, être un petit peu moins dupe quand on va vous parler. Mais ça va aussi être intéressant parce que quand vous allez visiter des biens déjà rénovés, vous allez voir les erreurs de rénovation qui ont été faites, vous allez être beaucoup plus aguerri. Donc en fait, pour moi, c'est une formation qui est très intéressante à faire. Quand je dis formation, c'est-à-dire un passage obligé, quoi. Un passage obligé sur le terrain, d'apprendre à le faire. Ensuite, 4e étape, il y a tout ce qui est mise en route des locations. Pareil, en fait, là, la partie là, moi, je trouve ça bien pour un premier investissement de le faire soi-même, même de mettre en location les premiers locataires, enfin, de recruter les premiers locataires. Je trouve ça intéressant de le faire, de pas tout de suite passer sous gestion. Déjà, ça va être intéressant pour tâter le terrain, tâter le marché, voir comment ça se passe, qui contacte, qu'est-ce qui se passe quand on poste une annonce, est-ce qu'on a beaucoup de demandes, pas beaucoup de demandes, quelles sont les périodes. Voilà, je trouve que c'est intéressant de le faire pendant 6 mois, allez, max 1 an, pour voir un petit peu comment ça se passe. Évidemment, si ça vous dérange pas et que c'est plus rentable pour vous de le faire par rapport à votre taux horaire, d'ailleurs, je sais pas si vous connaissez votre taux horaire, mais ça, c'est un autre sujet, je peux en parler maintenant. Enfin, très rapidement, même si j'ai déjà fait un épisode là-dessus, le taux horaire, c'est combien vaut votre heure de travail. Donc, en fait, c'est à vous de connaître à petit peu près combien vous gagnez de l'heure dans un emploi autre. Et du coup, vous pouvez arbitrer en vous disant vaut mieux faire la gestion locative soi-même ou bien la déléguer par rapport à votre taux horaire personnel. Donc ça, c'est la mise en route des locations. Mais même si vous avez d'ailleurs un taux horaire très élevé, moi, je recommande de faire les premières mises en location vous-même pour apprendre. Et comme ça, vous allez être meilleur quand vous allez déléguer ces mises en location. Ensuite, tout ce qui concerne l'automatisation de la gestion et la gestion au long terme. Ça, c'est donc la 5e et dernière étape. Alors, je sais pas, j'avais mis étape 5 et 6. Automatisation de la gestion, ça peut peut-être plutôt être en location courte durée, où on se dit, faut beaucoup automatiser, etc. Voilà, mettre en place le process, peut-être les règlements dans vos colocations. Voilà, roder un petit peu les choses. Et une fois que c'est rodé, là, vous allez effectivement pouvoir potentiellement déléguer totalement la gestion effective sur le long terme. Donc ça, c'est les différentes étapes. Et en fait, pour moi, ce qui est intéressant, c'est de se dire, pour moi, c'est évident que l'immobilier, ça peut être passif sur le long terme. Je veux dire, surtout si vous avez fait des rénovations de qualité, comme ce qu'on a fait avec Cyril, franchement, on a très très peu d'ennuis. Les seuls ennuis qu'on a souvent, c'est des petites choses qu'on n'a pas faites tout de suite et qu'on a reportées à plus tard, comme par exemple les portes d'entrée d'immeubles qui sont vieillissantes. Au lieu de les changer tout de suite, on a décidé de traîner et d'attendre qu'il y ait des problèmes pour les changer. Voilà, mais en fait, il faut vraiment se dire que c'est à vous de voir comment vous gérez votre chantier pour rendre les choses passives sur le long terme. Évidemment, si vous louez un taudis à des gens, vous allez être embêté régulièrement. En plus de ça, avec des gens à problème que vous gérez en direct, qui ont votre numéro de téléphone, là, c'est garanti. Bonjour la galère et bonjour l'investissement absolument pas passif. Donc voilà, donc en fait, ce que j'ai envie que vous retirez de cet épisode, c'est de vous dire, ok, c'est à moi en tant qu'investisseur d'organiser la passivité de mon investissement. J'accepte, en tout cas si vous êtes un investisseur en mode un peu rentable, qui veut mettre la main à la pâte, surtout au démarrage,
la première année, clairement, pendant 1 an, ça va vous prendre vraiment beaucoup de charge mentale. Je peux pas dire le contraire. Ça va vous prendre 10 heures par semaine minimum. Sincèrement, le démarrage, c'est quelque chose d'assez intense, surtout quand on n'a jamais fait, surtout quand on veut faire les choses bien, surtout quand on veut gérer un gros chantier. Ça prend du temps. Mais passer l'année là, à ce moment-là, mais c'est libre à vous de vouloir mettre en place la gestion que vous voulez. Ok ? Donc, pour ma part, comme je vous dis, avec Cyril, aujourd'hui, on est à peu près à 4 heures par mois de gestion. Et c'est-à-dire que c'est la gestion des gestionnaires. Donc voilà, on a 4 heures de gestion de gestionnaire, de vérifier les comptes, les relevés de comptes qu'ils nous envoient, et de temps en temps les coacher pour gérer un petit souci à droite à gauche, et valider les dossiers de mise en location. Mais c'est tout. Enfin, vraiment, c'est pas grand-chose. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, je sais pas comment dire, je suis un peu dépitée quand les gens disent que l'immobilier, c'est pas passif. Oui, c'est pas passif au démarrage, surtout quand on n'y connaît rien et qu'on démarre. Moi, par exemple, mon challenge pour le 4e immeuble, ça va être d'essayer de rendre le process plus efficace, c'est-à-dire le process de mise en route d'un immeuble. Étant donné qu'on a un objectif d'en acheter plusieurs, j'ai envie de réussir à alléger ce temps de travail parce que je me vois plus m'investir autant qu'on l'a fait dans les 3 premiers immeubles. Il va falloir qu'on trouve d'autres façons de faire. Évidemment, je sais qu'avec ces autres façons de faire, la rentabilité ne sera pas la même, la plus-value aussi ne sera pas la même, parce que forcément, quand on fait des grosses rénovations, on crée beaucoup de valeur, et donc en fait, c'est comme ça qu'on crée aussi sa plus-value. Si je pars sur des immeubles avec moins de création de valeur, forcément, la plus-value sera moins bonne. Mais ça, c'est à moi de voir par rapport à ma stratégie. Je vais essayer de travailler tout ça, en tout cas, par rapport aux autres phases. Mais en tous les cas, moi, je persiste et signe qu'une fois que vos immeubles y tournent et que vous arrivez à lâcher prise et que vous avez aussi bien fait votre travail en amont pour mettre en place des biens bien rénovés, avec goût et surtout dans le respect des locataires avec des bons matériaux, je vois pas comment vous faites pour être sous l'eau avec la gestion de vos locataires en longue durée. Vraiment, je suis désolée, moi je vois pas, hein. Je vois pas qu'est-ce qui est pas passif là-dedans, quoi. Voilà en tout cas pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.